Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur Twitch, sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Nous sommes le 11 octobre 2024, je vérifie, il est midi en France et 19h au Japon et il est l'heure d'un nouveau Soft Power Rencontre. C'est peu dire que ça faisait longtemps. Mais Lex, qu'est-ce que donc que Soft Power Rencontre, me direz-vous en regardant l'air troublé? A raison, la date du dernier épisode en date. Eh bien, justement, Soft Power Rencontre, c'est ce format discussion qui aura désormais régulièrement lieu après Soft Power, la matinale pop culture et politique du vendredi 10h midi. Format durant lequel on retrouvera une semaine sur deux, pendant 1 à 2 heures. On se retrouvera pour une rencontre, un échange, un nouveau rapport au monde, comme le soulignerait sans doute notre invité aujourd'hui. Sous forme d'entretien, d'échange avec des travailleurs et des travailleuses culturelles au sens large, des personnes qui gravitent autour de la pop culture, qui viennent ici nous partager une vision différente. Et précisément pour relancer la machine, quoi de mieux qu'un invité qui essaie à travers ses œuvres d'en exposer les rouages, d'y reconnecter les bons fils, puisque cette semaine, on reçoit dans Soft Power l'écrivain Michael Rock, passé en quelques années de la virtuelle chaîne YouTube La Brigade du Livre à une autre brigade réelle, cette fois-ci celle du libre. Michael Rock traitant dans ses œuvres et depuis plusieurs années maintenant les questions de l'émancipation, notamment des populations caribéennes, de décolonisation, de décentralisation, de la culture, du savoir, de notre rapport au monde, tout en filigrane de vraies œuvres de science-fiction intenses qui nous invitent autant qu'elles nous évitent. On parlera pendant ces 1 à 2 heures d'afrofuturisme, de science-fiction caribéenne, de décolonisation de la culture, mais aussi des romans passés et de celui à venir de notre invité, puisque son nouveau roman, L'Envie d'en mêler, sortira jeudi prochain si vous suivez l'émission en direct. C'est jeudi dernier si vous rattrapez celle-ci en VOD ou en podcast. Et puis on parlera de rapport à l'autre et à l'altérité, puisque d'une pierre deux coups oblige les gens. L'émission du jour est également diffusée dans le cadre du marathon de stream science-fiction, imaginaire et altérité, un événement collaboratif co-organisé par le festival Les Intergalactiques et le collectif MAP, auquel j'avais déjà participé l'année dernière dans son édition révolutionnaire. Événement qui tout le long du week-end vous permettra de suivre différents streams autour de cette thématique qu'est science-fiction, imaginaire et altérité. Bref, les gens, il est temps d'entrer dans le tout monde, dans notre univers tel qu'il change et perdure en échangeant et en même temps la vision que nous en avons. Et si tout ceci vous semble particulièrement flou pour le moment, alors vous êtes au bon endroit. Prenez vos billets, rendez-vous vulnérable, direction les Caraïbes, ou plutôt la tentaculaire mégalopole de Lanville. Michael, t'es désormais à l'antenne, bien que sur Twitch, alors peut-être à la boxe. Tu es désormais à la boxe. Bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien, ça va très bien. Un peu froid, mais ouais, ça va, on est là. Je te propose qu'on y aille. Petite précision à titre liminaire, comme l'émission est sur Twitch que tu connais bien, puisque tu y es sporadiquement pour des streams, notamment autour de l'écriture, il y a un chat, tu fais ici comme chez toi. Si tu as le chat sous les yeux, quelque chose qui t'interpelle, n'hésite pas à y répondre, à mettre la question de côté si tu l'as pas. Dans tous les cas, de mon côté, j'en recueillerai aussi et on reprendra les questions pertinentes en fin d'émission, si on a encore le temps à ce moment-là. Est-ce que ça te va? Ouais, ça me va très bien, ça me va très bien. Merci pour votre accueil, merci à toi, Alex, de m'accueillir là aujourd'hui. Et puis, on va essayer de faire un truc sympa, une discussion sympa, là, pertinente et puis intéressante. En tout cas, je vais essayer de vous parler un petit peu de comment ça avance, là, ce côté afrofuturisme, parce qu'on en parle dans l'imaginaire français, au moins depuis 2022, avec le Festival des Imaginales. Mais les choses avancent quand même. Et voilà, plutôt que de ressasser des choses que j'aurais déjà dites ou que d'autres auraient déjà dites sur d'autres tables rondes, on peut aujourd'hui encore essayer d'aller un peu plus loin. Donc on est parti pour 1 à 2 heures. Je suppose qu'il y aura des questions que tu auras déjà entendues 1000 fois, pour celles et ceux qui connaîtraient pas ton travail et qui te découvriraient ici. Il y en a d'autres qu'on t'aura peut-être un petit peu moins posé, comme ça tu découvriras les marottes de l'émission. Mais je propose de quand même commencer tranquillement avec une question un peu plus classique pour démarrer en douceur la discussion, même si j'ai déjà commencé à le faire. Est-ce que tu pourrais te présenter sommairement pour celles et ceux qui te découvriraient avec cette discussion? Ouais, ben, je suis écrivain de science-fiction caribéenne, on va dire. Je vis à Fort-de-France, aux Antilles, en Martinique. Et du coup, tous les textes que je produis comment dire, tiennent ce lieu, en fait, sont à partir de ce territoire-là. Non pas forcément pour faire une espèce de science-fiction d'origine, originaire de la Martinique, mais en fait pour montrer comme quoi ces sociétés-là, caribéennes, sont porteuses de sens pour le reste du monde. Il y a des choses qu'on a débusquées dans notre manière de vivre avec l'autre, avec l'environnement, qui me paraissent pertinentes à rentrer en discussion avec ce qui se fait, notamment en Hexagone.
C'est intéressant que tu te présentes comme ça parce que les habitués du YouTube des années 2015, dont je fais partie et il y en a quelques-uns sur le chat, on a pu te découvrir, on a pu découvrir une partie de ton imaginaire sur une chaîne YouTube qui s'appelle toujours La Brigade du Livre, qui explorait Ouais. déjà à l'époque à travers des auteurs et des livres, ton rapport et notre rapport à la culture, à la lecture et à l'écriture. Tu avais sorti plusieurs vidéos sur cette chaîne et puis elle est passée en pause très longue. Je connais bien aussi. Et on est plusieurs, en tout cas, moi c'est mon cas, à t'avoir redécouvert quelques années plus tard en tant qu'écrivain, en tant que romancier, notamment à la publication de Temaon en 2022, qui, s'il n'est pas ton premier roman, loin s'en faut, avait connu à l'époque une médiatisation un petit peu particulière dans les sphères de Ouais. l'imaginaire. Ouais. Parce que là tu as directement parlé de ton statut d'écrivain, qu'est-ce qui, toutes ces années, t'a amené d'une chaîne YouTube tenue à Lyon à l'écriture d'un roman en Martinique? J'ai commencé YouTube parce que j'avais du temps, j'étais au chômage, mais il me fallait quand même des projets et dans mes potes, à l'époque à Avignon, eh ben, il y avait François Terrel de la chaîne du Fossoyeur de films, il y avait, Patrick Beau de la chaîne Axolot, il y avait, Mathieu, de Fresh Food Porn, il y avait Raptus aussi, enfin on était toute une bande de copains à faire des vidéos pour, tous nos week-ends quoi et je l'ai commencé comme ça. Donc j'avais du temps, pour partager cette passion de la lecture et puis quand j'ai quitté Avignon, ça a été pour partir, m'installer aux Antilles, m'installer en Martinique, redécouvrir cette culture, qui m'avait fait défaut une bonne partie de ma vie et à partir de là, ça a été en fait l'opportunité, parfaite pour transformer, littéralement, ce que je voulais, être et devenir et donc c'est à partir de là où je me suis dit écrivain. Voilà. J'avais pas encore, je crois que moi Peter Pan venait de paraître, quelque chose comme ça, donc tu vois, c'était mon tout premier roman, mais je savais que c'était ce que je voulais faire. Voilà, écrire des trucs et l'un dans l'autre, je me suis mis à en fait, à écrire pour des gens. Je me suis présenté comme auto-entrepreneur, capable de faire un peu de réalisation, capable de faire un peu de photographie, capable de produire du texte pour du web. Donc voilà, je faisais du comment on appelle ça? Du narrative design, mais pour du marketing, quoi. Je prêtais mes talents de plume, mes talents de fabricant de timbres de voix pour des associations, des petites entreprises qui avaient besoin de communiquer sur les réseaux et l'un dans l'autre, en fait et ben, cette part de l'écriture a pris, énormément sur ma facette un peu professionnelle et je me suis retrouvé, bah, à enseigner, la scénarisation, à enseigner, la narration, faire des ateliers d'écriture, un peu partout, surtout en prison et puis finalement à vivre que de ce nom de plume, Michael Rock et voilà, donc aujourd'hui, ouais, je suis, écrivain. En fait, c'est ça, tu as commencé à toi-même t'appeler écrivain à partir du moment où tu as eu un minimum économique qui te permettait de pouvoir, le dire comme statut Même social? avant ça, hein, ça a été des années de Oui. galère au début, en fait, à partir du moment où j'ai pris la décision, oui, de ne faire plus que ça, de raconter des histoires, c'est même ce que j'avais écrit sur mon CV à l'époque. Sous ma photo, j'avais mis une petite punchline: «Mon job, c'est de raconter des histoires» et du coup, voilà, à partir de ce moment-là, je me suis dit écrivain et ça a été une première manifestation, en fait, vers ce que je suis aujourd'hui, quoi. Justement, on parle du chemin, qui t'a amené en Martinique. Il y a un autre chemin, que qu'on a pu, t'observer prendre ces dernières années, mais un chemin qui est plus précisément lié à tes écrits, eux-mêmes. C'est un Ouais, chemin qui t'a amené à passer, d'œuvres pulp, fantastiques, à de ouais. la science-fiction pleine et entière, dans laquelle maintenant tu t'épanouis depuis, plusieurs années et depuis plusieurs livres. Pourquoi cette bascule? Est-ce que c'est pour l'exploration? Est-ce que tu as senti que c'était un genre qui t'apportait quelque chose de plus, si tant est qu'il faille le juger quantitativement? Ouais, c'est un peu ça, hein, c'est un peu ça. En fait, quand j'ai commencé à écrire, effectivement, j'écrivais des nouvelles d'horreur et de fantastique, des nouvelles un peu gore mais ça me paraissait très gratuit. Au bout d'un moment, quand on écrit beaucoup et qu'on cherche à toujours plus s'améliorer dans cet art-là, je me suis posé la question: «Pourquoi je le faisais? Pourquoi j'écrivais?» et effectivement, bah, l'horreur, c'était quelque chose d'assez, 1er parce que, je viens d'un passé d'un passif de lecteur, qui dévorait Stephen King, par exemple, et donc c'est la première chose que j'ai écrite. Mais, quand je me suis interrogé sur pourquoi j'écris, qu'est-ce que je veux dire dans mes textes,
moi je me suis aperçu que le fantastique, l'horreur, c'était pas vraiment, le terrain idéal. Donc je suis parti dans la SF qui permet justement cette anticipation, ces propositions de vision, de société et cetera. C'est comme ça que le tournant s'est fait et je suis parti dans la SF caribéenne parce qu'effectivement, ce genre-là, n'existait pas aux Antilles. Ça a accompagné, mon installation, il y a 10 ans, en Martinique. La littérature de science-fiction, caribéenne n'existait pas. Il y a peut-être, 1 ou 2, 3 peut-être incursions, mais qui ont jamais eu vraiment de retentissement et donc comment on peut, créer des modèles, nouveaux, comment on peut nourrir l'imaginaire de la Caraïbe pour que cette partie du monde qui est encore coincée, pas coincée, mais qui est encore en lutte avec son histoire, comment elle peut, se projeter dans des avenirs meilleurs, différents, au-delà même de l'horizon qu'elle entrevoit là dans son combat, encore actuel. Ça, c'est quelque chose qui t'a travaillé tout de suite quand tu es arrivé là-bas avec ton premier travail sur un livre de SF? Dès que j'ai prévu cette arrivée, effectivement, voilà, parce qu'on quand j'étais je l'ai beaucoup raconté ça, mais quand j'étais gamin, il y avait cette phrase, les trois questions existentielles d'un homme, d'un homme ou d'une femme, c'est de savoir, d'où est-ce que je viens, qui je suis et où est-ce que je vais. Et effectivement, la littérature antillaise, elle s'est interrogée sur les 2 premières questions, mais pas la troisième. Et donc quelque part, pour nourrir ça et puis parce que, en me posant la question: «Qui peut le faire?» Je me suis dit: «S'il y a personne, autant le faire moi, quoi». J'en ai envie, j'aime beaucoup la science-fiction, je m'en nourris à travers des films, des clips et cetera, et un peu moins des bouquins, mais des bouquins quand même. Donc voilà, qui mieux que moi, à l'heure actuelle, peut le faire? Voilà, j'allais pas, aller sonner à la porte, «Tiens, va faire de la science-fiction», non. S'il manque de la science-fiction, s'il manque un truc, autant le faire soi-même. Je suis parti de cette mentalité-là et puis j'ai fait de la science-fiction caribéenne. Voilà, tout simplement. Ouais, d'accord, OK. Bah, puisqu'on parle de science-fiction, je te propose qu'on discute un instant de l'éléphant dans la pièce, du futur. Puisque pour préparer cette émission, de la lecture de ton travail, j'ai évidemment regardé pas mal de précédentes interviews, de conférences de classes de maîtres et avant qu'on rentre plus en détail dans ton travail, j'ai constaté que régulièrement, que ce soit tes éditeurs, tes intervieweurs ou toi-même, vous catégorisiez, tes travaux comme de l'afrofuturisme. L'afrofuturisme, c'est un courant, un mouvement que tu dis maintenant un peu plus populaire dans les milieux francophones. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Horizon 2020, 2018-2019, quand, je viens présenter, moi, Peter Pan, quand je viens présenter, le livre jaune, aux Imaginales à Épinal, qui est quand même, un des plus grands, heu, festivals de l'imaginaire français, Mmh. en France. Personne ne connaît l'afrofuturisme et l'afrofuturisme, le terme lui-même, il va vraiment trouver une résonance dans les médias, une résonance médiatique à partir du film Black Panther. Donc ouais, le genre est tout à fait timide, dans notre horizon, francophone, mais en réalité, il existe depuis, la moitié du 19e siècle. Il y a des productions, que ce soit littéraires, que ce soit musicales, que ce soit cinématographique qui existe et puis, depuis 30 ans, il est vraiment théorisé. Je t'ai entendu, dans plusieurs discussions, dans plusieurs interviews, mettre dans l'afrofuturisme, de lui donner comme une des composantes, principales du mouvement, la question de l'émancipation. C'est clairement, un ingrédient indispensable de cette littérature qu'on retrouve, hein, dans toutes les œuvres, qui sont taguées afrofuturistes. C'est vraiment celle de l'émancipation de l'homme et de la femme noire. C'est vraiment un mouvement qui appartient, qui est intrinsèque à la culture, aux cultures afrodescendantes, et qui ne pourrait pas avoir d'interpénétrabilité avec d'autres mouvements, parce que strictement il est afrocentré. Il ne s'intéresse qu'à des personnages qui ont été inexistants finalement, effacés, alors effacés au pire, invisibilisés au moins, cachés, des personnages qui n'apparaissent pas dans la science-fiction, occidentale
ou qui n'apparaissent pas tout simplement dans l'art occidental. Et donc du coup, il s'intéresse à cette pan de l'humanité qui, depuis le mouvement des droits civiques aux États-Unis, ben, se réveille et cherche sa place dans les discussions du monde. Il s'est développé comme ça, un peu coincé, un peu en fantôme en fait, en fantôme du fait historique de l'humanité, qui est ben, de dire vous nous avez exclus, ben, regardez, on se remet en avant envers et contre tous, quoi. Et c'est un peu ça l'embûche du mouvement, même s'il est entièrement d'abord positif, il peut très vite se retrouver dans une espèce de repli sur soi, s'il ne parvient pas à entrer en discussion, en échange, en relation avec d'autres mouvements. Ouais, mais en fait, oui, mais toi, je sais que tu mets un point d'honneur justement, et puis tu n'es pas le seul, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui parlent de ça aussi, de mettre la question de l'émancipation au centre de ce mouvement-là. Mais justement, si je te demande ça, puisque c'est parce que tu viens de citer le film Black Panther, précisément quand on place à un niveau aussi fondamental la question de l'émancipation, est-ce que de facto, t'en viens pas à exclure du champ de l'afrofuturisme cette œuvre qui a été beaucoup marketée comme telle, notamment en raison de son succès économique, mais Black Panther n'est pas du tout un film afrofuturiste. Ou en tout cas, il a des personnages qui sont afrofuturistes, mais qui dans le 1 sont tués à la fin. Voilà. Killmonger, oui. c'est le seul qui porte cette volonté d'émancipation. Ce qui est un peu dommage. Dans le 2, il se rattrape un petit peu, mais encore une fois, cette vision décoloniale qui est portée par le méchant du 2 et qui est portée par la nouvelle Black Panther. Il est sapé par comment dire, la déviance un peu dans l'hubris, ce déséquilibre glisser les personnages vers des antagonismes que le cinéma aime bien, quoi. Voilà, la décolonialité, la vraie, c'est pas un mouvement d'opposition, c'est vraiment un mouvement égalitaire. Ça veut dire que toi, pour toi, tu conçois pas le mouvement afrofuturiste comme quelque chose de contre-culturel? C'est contre-culturel, mais de fait, parce qu'on le nomme afrofuturisme. C'est contre-politique parce que ça vient en opposition ou enfin, ça peut être perçu comme une opposition. Moi, je l'aperçois aussi comme une espèce de complémentarité de la peinture du réel, en fait, de l'ensemble du réel. C'est une donnée nouvelle qui apparaît et effectivement qui est là pour tenser le futurisme en disant vous êtes partis sur la Lune, mais vous nous avez oubliés dans les bidonvilles, quoi. C'est tout l'afrofuturisme typique des États-Unis, par exemple. L'afrofuturisme nord-américain, ça va être cette opposition constante entre le regard blanc et puis l'expérience de vie noire. Là où dans l'African futurism, l'africano-futurisme du continent, cette fois-ci, la composante du regard blanc n'existe pas du tout. Ils peuvent parfois avoir un regard sur la catastrophe ou l'apocalypse de la colonisation des territoires du continent africain, mais le plus souvent, ils restent quand même dans quelque chose de très autonomiste qui leur appartient entièrement. Et là où l'afrofuturisme, quand je le travaille à partir de la Caraïbe, là où il diffère, c'est que justement dans la Caraïbe, on a eu un choc des cultures venant de toutes les parties du monde. Et si on veut travailler des récits afrocentrés à partir de là, on est obligé de composer avec toutes ces nuances que les cultures du monde ont apportées à la culture caribéenne. Donc un afrofuturisme caribéen, une science-fiction caribéenne, ça va être justement par constat, par évidence, cette science-fiction égalitaire. Non, sans opposition, mais complémentarité, transculturalité, etc., etc. Je me souviens que tu avais eu ce discours dans une discussion avec un de tes éditeurs où tu soulignais que cette science-fiction caribéenne, que tu décrivais comme particulièrement rare, ce que tu as dit au début de la discussion, elle voyait ces enjeux commencer là où l'afrofuturisme échoue. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? C'est que cette ouverture de l'afrofuturisme, cette ouverture à partir de cette idée de repli sur soi, finalement, de ne se consacrer qu'aux vies de l'expérience noire, même si c'est hyper important,
paradoxalement, il faut aussi pouvoir l'ouvrir et le penser à partir de ce territoire caribéen qui est en relation avec, je le répète, toutes les cultures du monde. C'est-à-dire que, dans la Caraïbe, il y avait d'abord les Kalinago et les Taínos qui sont les populations natives américaines qui étaient là avant l'arrivée de Christophe Colomb. Ensuite, il y a les Européens qui sont venus, qui ont génocidé, les Kalinago, les Taínos et qui, pour les remplacer, du coup, parce qu'ils voulaient pas bosser, sont allés chercher des gens, en Afrique. Ils les ont esclavisés, donc ont ramené une partie du continent africain, là où il y avait, du coup, déjà, donc ces populations amérindiennes. Il y avait, des populations, de ce qu'allait devenir la France. Il y avait des Portugais, il y avait des Anglais, il y avait des Néerlandais, et cetera, et cetera. Et après, toute la vague d'abolition d'esclavage, comme les personnes anciennement esclavisées, les personnes affranchies ne voulaient plus travailler à la solde des anciens béquets, et ben, ils sont allés chercher d'autres populations du monde, des Indiens, d'Inde, les Syro-Libanais qui sont arrivés, faire du commerce en plus. Il y a eu d'autres formes d'exploitation, des populations et tout ça, en fait, s'est mêlé. Pas il y a pas eu de phénomène communautariste comme on le dit souvent pour les États-Unis. C'est vraiment entremêlé, enchevêtré pour créer une identité culturelle, imprévisible qui est celle de l'identité, caribéenne. Et c'est à partir de ça que, la science-fiction caribéenne peut résonner. Donc oui, proposer des modèles de représentation, émancipée, noire, c'est une valeur, un axe, mais quand on pense cet afrofuturisme dans un contexte culturel caribéen, on ne peut pas faire l'impasse sur toutes les autres cultures qui sont là. Et donc il faut les intégrer dans cet afrofuturisme et donc finalement ça revient à ouvrir l'afrofuturisme à, ce grand thème que je t'avais proposé, heu, d'ouvrir en fait, aujourd'hui dans le stream, à ce que les penseurs de l'afrofuturisme, actuel, nomment le cofuturisme justement. Un futurisme qui n'est plus occidentalo-centré, mais qui va prendre en compte toutes les composantes de la mondialité. Est-ce que c'est uniquement autour de la SF? Alors non, il y a de la fantasy aussi, hein, qui résonne avec les sociétés afrodescendantes, même si le terme de fantasy est un peu galvaudé. Nnedi Okorafor, par exemple, va parler d'African Jujuism, de jujuisme africain. Le juju étant ce rapport avec les forces invisibles. Donc c'est pas clairement de la fantaisie, c'est plutôt un réel qui est étendu à d'autres composantes que la terre occidentale qui a sacralisé la raison depuis le siècle des Lumières, a oublié en fait de prendre en compte. Donc il y a des éléments, ouais, de science fantasy qui vont parfois se mêler, à du réalisme magique aussi. Hem, voilà, ça donne des textes qui sont entre, la technologie, le rapport, au spirituel et puis quelque chose peut-être, au-delà, voilà, avec des créatures, qu'on pourrait dire, heu, merveilleuses. Comment vous vous articulez justement avec ces courants de l'afrofuturisme, avec le futurisme caribéen, l'African futurism? Est-ce qu'il y a des articulations? Est-ce que vous êtes dans des cercles concentriques de votre côté? Comment vous travaillez ensemble? Ouais, il y a des petits cercles, en tout cas, il y a c'est pas vraiment des cercles, mais des discussions. On se rencontre à l'occasion de salons, à l'occasion de tables rondes. C'est souvent, ce qui est très, très marrant, d'ailleurs, c'est que par exemple, entre Haïti et la Martinique, la distance est beaucoup moins grande qu'entre la Martinique et la France et pourtant, les principales rencontres qu'on va faire avec les auteurs et autrices d'Haïti, on va les faire en France. Donc ça pose encore une fois cette question de centralité, du savoir, de centralisation du savoir. Mais voilà, grâce aux mails maintenant, voilà, on échange, de temps à autre, on se lit aussi, on voit dans quelle direction on va, et par le biais de discussions, en dilettante comme ça, on avance un petit peu aussi dans nos pensées, chacun chacune, quoi. Ouais, donc ça existe. D'accord. Tu parlais à l'instant de l'ouverture du futurisme caribéen comme particularisme de ce mouvement-là. Ça me fait penser à quelque chose, une question un peu provocante pour répondre à ça, mais comment dans ce cas tu distingues le futurisme caribéen d'une forme de multiculturalisme libéral qui prônerait la reconnaissance, l'inclusion
des diverses cultures au sein d'une société, tout en respectant les principes de liberté individuelle, d'égalité, etc. Il faudrait distinguer les deux. L'afrofuturisme, c'est vraiment le mouvement culturel, hein, d'une société qui se pense, d'une société afrodescendante qui se pense dans le futur. Après, tu peux avoir un projet politique autour de tout ça. C'est vraiment ce qui peut se développer dans l'afrofuturisme et ce que moi je vais développer dans mes bouquins. C'est un projet sociétal, effectivement, un projet politique, libéral, pas vraiment, mais libertaire peut-être. Différent. Et, et égalitariste, ouais, c'est ça, et qui va chercher, l'harmonisation de ces différentes composantes et ça, donc c'est ce qu'on appelle la diversalité. On pourra le retrouver le mot dans mes bouquins. C'est un mot qui a été théorisé par les penseurs de la créolité, Chamoiseau, Confiant, Bernabé, dans le bouquin qu'ils ont sorti qui s'appelle «L'éloge de la créolité». Voilà, la conclusion, c'est ça, hein, c'est qu'il faut aller vers plus de diversalité. C'est un terme qui vient, proposer une alternative à l'universalité, là où dans ce mot, on retrouve la racine de l'unique. Et c'est un peu le combat qu'a mené la République française tout autour du monde, c'est-à-dire amalgamer différents territoires, différentes cultures derrière une unicité française, d'une vision française, et donc qui a amené à une négation finalement des différentes cultures et à leur destruction. Et donc, la diversalité, cette alternative, ben, met l'accent sur le respect des différences de toutes et de tous. Voilà, finalement, on est égaux, on se respecte parce qu'on est tous différents et non pas parce qu'on est tous pareils. Parce qu'en fait, voilà, tu dis multiculturalisme, mais la réalité, caribéenne, elle est dans le transculturalisme. Ouais. C'est-à-dire que la rencontre entre différentes cultures donne non pas un métissage, des cultures, mais donne une nouvelle culture qui est totalement imprévisible, imprévue par rapport aux 2 premières cultures. Voilà, c'est une transformation totale, donc on ne se retrouve pas avec une société multiculturelle, mais une société qui a sa propre culture et qui est complètement nouvelle et qui va effectivement, connecter, les différentes cultures, mais toujours avec cette transformation, cette métamorphose, des choses. Peut-être qu'on peut en parler, c'est un petit peu l'occasion du travail d'Édouard Glissant, le romancier, le poète, le philosophe dont tu parles Ouais. régulièrement de l'influence qu'il a pu avoir sur ton travail. Comment pour toi, son travail, sa philosophie, ça va s'articuler justement avec ce futurisme, caribéen? Est-ce que la façon dont tu viens de le décrire? C'est un peu lui, hein, qui a pensé cette idée, transculturelle. Il a appelé ça la créolisation, qui est, littéralement le choc, entre différentes cultures, choc rapide, brutal, parfois violent. Mais lui-même, en réfléchissant, se disait il a jamais eu d'exemple non violent de créolisation et qui va fonder, une nouvelle composante, imprévisible. Il part de cette idée, de l'identité rhizome, en fait. La créolisation fabrique des identités rhizomes, des identités qui sont à la fois une culture et une autre en même temps. Voilà, il y a pas de slash, c'est vraiment un tiret de liaison qu'il y a entre les 2. On peut être, français et portugais, par exemple. Les choses sont pas, exclusives, quoi. Se revendiquer français, ça n'est pas, nier son identité, portugaise. Et donc quand on est à la table au petit déjeuner, aux Antilles, on va manger un petit féroce d'avocat. L'avocat donc, va pousser, c'est des gros avocats, pas ceux que vous avez à la cantine, ici, qui sont tout petits. C'est des gros avocats, bien beurrés, qui ont vraiment, cette texture du beurre, qui vont être mêlés à de la morue. Et la morue, c'est le plat préféré des Portugais. C'est pas pour rien que c'est le plat préféré des Portugais, parce que justement, c'est les Portugais qui ont amené toutes les personnes esclavisées des côtes du Bénin jusqu'aux Antilles. Dans la culture antillaise, on mange de la morue parce que les Portugais. Et c'est pas pour rien que les Portugais mangent de la morue, c'est parce qu'elle vient de Terre-Neuve, justement. Elle vient des côtes du Canada. Donc la morue, c'était un des biens qu'on oublie souvent, qui était transporté entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Et donc on est vraiment dans cette créolisation du monde qui s'est rencontrée. On transportait du rhum, du coton et de la morue. Et les Portugais en raffolaient. Et puis du coup, c'est devenu un plat du pauvre aux Antilles, quoi. Et du coup, un plat traditionnel maintenant aussi. Voilà, le féroce d'avocat.
C'est de la chiquetaille de morue, Jamais goûté. mélangée, avec de l'avocat. Ça, on en fait des petites boules. C'est hyper énergisant et c'est délicieux. Ces dernières années en France, j'imagine que tu as dû le voir, on a à plusieurs reprises vu émerger dans le vocabulaire d'une des gauches politiques locales la notion de créolisation, emprunt simplifié, quand même romantisé. C'est une notion qui a bien sûr rencontré pas mal de résistance de la part de tenanciers de l'assimilation. Mais précisément, est-ce que tu vois dans cette récupération politique les fondations d'un pont qui serait possible d'avoir avec le futurisme caribéen et ses aspirations, ou est-ce que tu y vois au contraire une récupération qui pourrait entraver l'entreprise de lutte émancipatrice pour l'avenir? S'il y a tentative de récupération, s'il y a opposition stricte de la part des tenants de l'identité racine, de l'identité unique, c'est justement parce qu'il y a à redire, hein. Si on a des haters, c'est que quelque part, ce qu'on dit, c'est plutôt pas mal. C'est le principe du rhizome, c'est il est pas figé, il évolue à la fois dans l'espace et dans le temps. Et à un moment donné, ben, tout va devoir se connecter. Donc même l'afrofuturisme, il va falloir l'ouvrir, euh, euh, même ces nouveaux mouvements du solar punk, du hop punk, ils vont être amenés à se connecter à d'autres branches, à être récupérés ou ne pas être récupérés. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de ce que j'ai envie d'appeler le champ du rhizome. Ça fait partie de la relation. L'idée, c'est d'avoir des personnes qui vont tenir le cap. Et c'est ce cap-là qui va nourrir finalement l'imaginaire. Même les personnes qui se replient le plus sur elles-mêmes finissent par s'ouvrir. Le simple fait de se replier, c'est déjà, comment dire, valider l'existence de l'autre. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans la plupart de tes phrases et de la façon dont on parle, tu utilises énormément de futurs, de futurs proches, de futurs simples, ce qui est normal, hein, parce qu'on parle aussi de futurisme caribéen, mais il y a dans la composante quand même de l'afrofuturisme, il me semble, le fait de chercher à créer des fissures dans le moment présent en utilisant des références au passé pour envisager par la suite des contre-futurs à des Ouais. lignes occidentales dominantes. Et je sais que tu as déjà parlé de cette problématique de l'accession au passé, aux Caraïbes précisément. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Est-ce que tu as vu des changements? Est-ce que ça a bougé? Ouais, alors l'accessibilité à l'histoire passée, elle est sous le masque justement du récit historique, politique en fait, lié à la colonisation. Ces réappropriations de la culture se sont faites assez tardivement, dans les années 50-60, notamment grâce à la figure de Aimé Césaire. Euh, il y a eu qu'il a appelé une cannibalisation en fait de cet espace politique qui voulait nous vendre les Gaulois comme étant nos ancêtres. Et en fait, à l'heure actuelle, ce qui pose problème, c'est la rupture entre les générations. C'est-à-dire que le combat mené par nos aînés, ce combat de cannibalisation, de réappropriation du territoire, ce combat de revalorisation de l'héritage culturel afrodescendant, il a tendance à se perdre dans la mondialisation à laquelle notre génération fait face, depuis notamment 2005 avec l'avènement d'Internet. Donc voilà, c'est un gros problème, même si les données sont là, on peut aller les chercher, alors soit dans des archives qui n'ont pas brûlé, soit auprès de figures seniors des luttes et des combats passés, soit comment dire, par effet de mondialité sur Internet, se connecter avec d'autres personnes qui font d'autres recherches sur d'autres îles. On a vraiment un Atlantique noir, hein, comme on le dit, qui se forme, une Caraïbe noire aussi. Et donc toutes ces données, elles existent, on peut les retrouver, c'est un travail de longue haleine, mais elles reviennent. Là où il faut tenir la ligne, effectivement, c'est ne pas tomber de Caraïbes dans Scylla, quitte à annuler quelque part la présence coloniale, ne pas faire du territoire caribéen juste un territoire de culture strictement afrodescendante. Ce serait une erreur qui favoriserait d'autant plus la montée de communautarisme, puisque,
puisque du coup les indo-descendants, les syro-descendants se retrouveraient du coup au milieu de nulle part, alors qu'ils font totalement partie de cette culture caribéenne. Précisément, puisque tu parles de ça, on a pu voir notamment pour beaucoup d'œuvres, je ne sais pas si tu avais entendu parler de cette œuvre de Alicia Walmsley qui avait affiché à Pittsburgh les grandes pancartes There are black people in the future, et qui la phrase avait été reprise pour pas mal de manifestations, etc. Et Ouais. elle avait rencontré énormément de résistance, de contre-réponses qui ressemblaient beaucoup à ce qu'on avait pu voir avec les mouvements All Lives Matter aux réponses au Black Lives Matter. Est-ce que toi et même les gens que tu connais qui travaillent dans ce domaine-là, vous avez déjà rencontré des débuts de résistance à ces nouveaux imaginaires? J'imagine que ça va être la ligne, la prochaine étape. Plus vous allez prendre de l'espace, plus on va vous le réclamer, je suppose. Ça, et on pourrait aussi parler de la capacité toujours du mode de production capitaliste d'absorber sa propre contestation. Donc, est-ce Oui, que toi, tu as vu ces choses-là oui, 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 même si, ça reste minoritaire parce qu'on perd pas trop de temps à devoir se définir face à eux, ou en tout cas à répondre à leurs demandes de justification, mais ces oppositions, elles existent effectivement. Bon, on passe au-dessus, on a mieux que ça à faire, et on trouve plus de réponses, ou d'échos, justement quand on vient présenter l'afrofuturisme dans un système relationnel avec le reste, plutôt que, de céder aux sirènes qui voudraient, voir dans l'afrofuturisme, une autre montée identitaire, quoi. Chose que l'afrofuturisme peut être, mais qu'il n'est pas en réalité. Tout va dépendre de qui va s'emparer de ces propos-là. Voilà, encore une fois, on peut reprendre le personnage de Killmonger, qui est tout à fait honnête, tout à fait droit dans sa pensée quand au début du film, il parle de ces vestiges, de ces objets de musée qui n'en sont pas et qui devraient être rendus, à leur pays d'origine. Regardez au passage le film documentaire Dahomey qui vient de sortir là, de Mati Diop, qui reprend très bien cette problématique-là, de tous ces objets qui sont, notamment au quai Branly et qui n'ont rien à faire là, puisque ce sont de vraies personnes, ce sont des vrais objets, cultuels d'une vie quotidienne qui appartient à un réel étendu que l'Occident ne peut pas percevoir. Ce personnage de Killmonger, très vite, il est taxé d'identitarisme, il est taxé d'extrémisme, parce qu'il veut juste finalement récupérer les armes du Wakanda pour foutre la tatane au monde occidental, aux États-Unis. C'est pas ça l'idée, c'est pas ça, c'est vraiment pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de pouvoir regarder en face ce que l'humanité, en tant qu'humanité, a produit. Que ce soit ses faillites, ses périodes de faillite ou ses victoires. Et de se dire: «Bah, ouais, on est tous humains, OK, beh, respectons justement l'humanité de chacun. Rendons, ça coûte rien de rendre un objet de musée, à un autre pays. Parce que la culture de ce pays-là va faire en sorte de toute manière que cet objet soit sauvegardé ou puisse encore évoluer, parce que tous les objets évoluent. Très souvent, les musées s'opposent au retour des œuvres parce que, comprenez, en Afrique, ils n'ont pas les musées pour. Si, les musées existent. Les musées existent. En Afrique, ils vont détériorer, le truc va retourner dans un village, ils vont détériorer cette relique du temps passé qu'il faut à tout prix préserver. Mais non, cette relique, c'est pas une relique, c'est un, c'est un- c'est une chose vivante. Voilà. Dans sa culture d'origine, elle est vivante. Et donc, elle évolue. Et donc, oui, elle se blesse, on la soigne, on en prend soin, mais ça fait partie de la vie de l'objet. J'ai lu que tu étais formateur en storytelling à l'école supérieure d'animation 3D Parallèle 14 et que tu enseignais la création littéraire à l'Université des Antilles. Est-ce que les informations sont toujours bonnes, d'actualité? Ouais, d'actualité, Euh, je ne sais pas pour cette année, mais enfin, j'ai eu un message WhatsApp parce que je recevais des messages, de groupe, où, la secrétaire de l'école disait: «Regardez vos mails, les formateurs, on a une réunion, machin», et dans les mails, il y a rien. Je me dis: «Peut-être qu'ils m'ont viré sans me le dire», ah, et ah, mais en fait, je suis pas contractualisé, je suis un peu mercenaire pour eux. Du coup, je leur ai envoyé un petit message, WhatsApp, et je leur ai demandé qu'est-ce qu'il en était pour moi. Ils m'ont dit: «On te recontacte plus tard», et effectivement, pour les 4e années de cette école-là, c'est un peu comme les Gobelins.
Je les accompagne dans leur dernière année pour, fabriquer un court-métrage 3D, de A à Z et donc je bosse avec eux sur le scénario, et donc là, pareil, j'essaye de leur insuffler, cette fibre de l'afrofuturisme ou en tout cas du cofuturisme parce que j'ai quand même des classes qui sont, c'est pas que des noirs, quoi. Elles sont mixtes. Il y a des latinos, il y a des descendants européens, il y a parfois des personnes qui viennent des îles anglaises aussi et donc du coup, voilà, penser le futur de la Caraïbe, comment ça résonne en eux et très souvent, c'est des jeunes qui sont dans le flux, des réseaux sociaux, TikTok, Instagram et cetera et qui vont chercher leur place, dans cet échiquier mondial et qui vont être du coup, ben, plutôt, enclins à créer des histoires qui vont se passer à New York ou à Tokyo. Tout dépend s'ils ont une culture manga ou pas, mais ils ont beaucoup de culture manga et animé, hein, donc c'est plutôt Tokyo que New York. Ils dessinent des personnages qui sont très mangaka d'ailleurs. Et à partir de là, voilà, comment les aiguiller vers cette idée que eux aussi, à partir de leur petite île de 400 000 habitants, eh ben, ils peuvent résonner, sur le monde entier, comme Césaire a résonné sur le monde entier, comme Glissant, comme Fanon ont résonné sur le monde entier. Si vous ne connaissez pas ces gens-là, renseignez-vous, dans le chat. Allez sur internet, voir ce qu'ils font, parce que ces personnes-là sont enseignées vraiment, tout autour du monde, sauf en France. Parce qu'évidemment, ils ont proposé des choses qui n'allaient pas, dans le sens de la Ve République. Voilà, ils peuvent tout à fait, on a ce hashtag après le 14 qui est, From Martinique to the World. Ils peuvent tout Oui. à fait, représenter quelque chose d'eux-mêmes, et apporter ça au reste du monde. On a des étudiants maintenant, qui bossent sur des productions internationales. Le dernier, en date, Arnaud Mitte, est devenu, a intégré, l'équipe, d'effets spéciaux de la série Walking Dead, centrée sur Daryl, le D'accord. livre de Carole là. Donc Oui. voilà, c'est des gens qui vont être ouverts à des carrières, internationales et qui par, leur première essence transculturelle, vont pouvoir apporter des ressources essentielles, en fait, à la course du monde. On est partout, on est partout. Voilà, c'est fini pour les fachos, là, c'est fini pour vous. Plus besoin de bosser sur le futurisme caribéen, c'est fini. Non, non, ouais, c'est ça, on infuse, en fait. Le but de tout ça, c'est juste Ah, d'infuser de les fait, imaginaires oui. et d'enfin comprendre qu'on peut faire monde tous ensemble. Ça, c'est ce vieux mythe de la République française, on n'en a plus besoin de défendre comment dire, l'image française, le rêve français, je sais pas, les valeurs françaises, ça n'a plus de sens aujourd'hui, ça n'a plus de sens dans le monde dans lequel on est. La banlieue influence Paname, Paname influence le monde. C'est exactement ça, les Caraïbes influencent la banlieue de Paname maintenant. À fond, à fond. Ça fait à peu près, 1 heure qu'on parle. Je te propose qu'on rentre un petit peu plus en détail dans ton Yes. travail, qu'on se donne une application un peu concrète, à ce cadre afrofuturiste. Tu es notamment l'auteur de 12, de Mortal Derby X, je les ai tous notés aux Ouais, éditions Walrus, de Moi Peter Pan aux éditions Mu. Moi ouais. Peter Pan qui avait été sélectionné au Grand Prix de l'Imaginaire 2018. Auteur de Le Livre Jaune, toujours chez Mu, de Thémaon, aux éditions La Volte, Les Choses Immobiles chez Mnemos, et prochainement de L'Enville Emmêlé, toujours chez La Volte, sachant que ce L'Enville Emmêlé, c'est connecté au monde de Thémaon. Le Exactement, ouais. 17 octobre, c'est ça, 17 Ouais, octobre pour la mais il est, sortie. il est, il est disponible dans quelques librairies parisiennes, là où j'ai fait quelques interventions là depuis le début du mois. Sur le site de La Volte aussi, non? On peut le prendre? Ouais, à la commande, ouais, sûrement. Ouais. Je suis intervenu à 1000 pages, et donc ils ont un stock là-bas. Le 1000 pages à Vincennes. Sinon, vous allez devoir attendre, mon passage à Nantes pour les Utopiales, pour pouvoir vous le procurer. Ou le 17 quand il sera dans quelques librairies, je ne sais pas lesquelles, mais Et donc, c'est connecté à l'univers de Thémaon. Il y a certains personnages. Il y a aussi le retour de cette grande mélopole qui est en partie dépeinte, cette grande mégalopole de ouais, l'Enville, cette ouais. corpocratie. Ouais, l'Envie l'emmêlée, les personnages, ben, on retrouve, Joe et Patson parce qu'ils continuent un petit peu leur galère,
leur galère de petits mafias qui cherchent à faire des petits jobs pour le père de Patson qui s'appelle Pat. Ah, ça, c'est une grande trouvaille, ça. Pat et son fils Patson, justement. Tu vois, j'ai galéré pour trouver son nom, à celui-là. C'est là qu'on Non, peut commencer à se dire écrivain, il me semble, non? ouais, c'est exactement ça. C'est Ouais, exactement c'est ça. là, ouais. Ouais. Il y a Mampitak qui revient aussi dans une nouvelle qui s'appelle La Clandestine. On en apprend un peu plus sur son passé. Mampitak que vous allez pouvoir retrouver aussi dans la nouvelle que j'ai faite pour l'anthologie des Utopiales. Et puis il y a des personnages nouveaux, des personnages neufs qui sont pas dans le roman Tamaran. On a Jeff ou Jif, je ne sais pas. Jif, on va l'appeler Jif, qui est une espèce de robot qui s'interroge sur pourquoi il fait partie d'une ferme tenue par un personnage noir avec des longues locks, et il lui dit: «Mais attends, mais tes ancêtres ont été esclavisés, ils ont été affranchis, comment ça se fait que tu n'aies pas cette même réflexion pour nous, tes robots qui travaillons pour toi, quoi? C'est quoi l'idée?» Voilà, il y a un grand mystère autour d'une espèce de distillerie gigantesque et mobile, qui est une espèce ouais, de méca en fait énorme, qui s'appelle l'Émile. Voilà, et puis il a le club des Mamans, puisque Mampitac appartient à une espèce de secte où il y a différents Man, quelque chose. Voilà, le club des Mamans qui vont aller chercher dans le cœur de ce techno-sapiens. L'Envie en mêlée, c'est aussi. Alors, c'est l'histoire de cette mégalopole, avec des moments clés, des personnages clés, donc de sa construction jusqu'à sa destruction et sa renaissance. C'est un texte qui présente un certain intertexte aussi. On a une star montante là en ce moment qui s'appelle Ray Neller. Il a sorti un bouquin là Oui. qui s'appelle La montagne sous la mer. En tout cas, le bouquin vient d'être traduit. L'an passé, il a sorti un recueil de nouvelles qui s'appelle Protectora. Et donc, dans ces deux bouquins, en fait, il approche une nouvelle manière de considérer la robotique D'accord. et les intelligences artificielles, qui, selon moi, met un peu un coup de pied au cul des trois lois de la robotique de Asimov, et qui mérite justement qu'on s'y intéresse, qu'on s'attarde dessus et qu'on le pousse vers d'autres sphères aussi. Et la question qu'il se pose dans Protectora, c'est à partir de quel moment un robot qui nous ressemble, on peut considérer qu'il a une conscience, qu'il a des droits en fait. Droit au respect, droit à la survie, droit aux soins, etc., etc. Et ça rentre totalement dans cette vision de la diversalité que j'exposais un peu plus longtemps. Le respect de toutes les consciences, toutes les sentiences, toutes les choses qui ont l'air vivantes sur notre planète. Donc les animaux, la flore, oui, mais les grands ensembles naturels complexes aussi ont une espèce de conscience de ce qu'ils sont. En tout cas, ils modèlent un paysage pour que dans ce paysage-là puisse vivre en symbiose tout un tas de composantes spécifiques. La symbiose, on retrouve dans l'Envie en mêlée ton attrait aussi pour la polyphonie, pour le fait d'avoir plusieurs voix qui s'expriment comme ça. Est-ce que Ouais. la polyphonie, c'est un passage obligé après tout ce que tu m'as dit sur le futurisme caribéen? Est-ce que la polyphonie, c'est ce passage obligé pour tenter de rendre un peu de la complexité dans laquelle on est? Ouais, de la complexité, de la nuance, amener le plus de points de vue possible sur une situation, ne pas la centrer uniquement dans un seul carcan. Ouais, c'est pour ça que j'utilise toujours cette multiplicité des points de vue, des personnages, des voix qui parlent au sein d'une histoire. Et donc du coup, faire parler les robots, faire parler ou en tout cas à travers le point de vue des personnes qui viennent déranger ces plaines, ces forêts, rendre compte de la présence de tous ces éléments-là, c'est ce qui participe à une vraie diversalité. Elle ne s'arrête pas à l'être humain, et elle englobe, au-delà des organismes vivants, les organismes conscients de la robotique,
Et la science-fiction nous offre ce plaisir-là de pouvoir englober aussi dans l'universalité les aliens. Voilà, ça c'est le petit cadeau de la diversalité. Patrick Chamoiseau, le grand, Patrick Chamoiseau, prix Goncourt Oui. 92 avec Texaco. On discute parfois, on boit des verres, on boit du rhum. Quand on parle de diversalité, quand on parle de SF, il a aucune hésitation à parler de vie extraterrestre. C'est pas tant qu'il croit en leur existence, c'est que si jamais ils existent vraiment, ils rentrent dans l'équation. Est-ce que tu peux parler 2 secondes de la nouvelle qui s'appelle Drive? Ouais, Hem, c'est pas Drive, c'est Drive ah, c'est en Drive, autant français. pour moi. C'est Drive et alors Drive, c'est un mot caribéen, c'est un mot de chez nous qui signifie dérive, en fait. Mais c'est une dérive dans et ouais, c'est partir dans cette errance, qui nous conduit, à une ouverture sur autre chose. Et dans Mmh. cette nouvelle, on a, oui, cette ouverture vers le poétique. C'est encore ces aventures, rocambolesques de Joe et Patton. C'est presque du théâtre parce qu'on n'a que leur voix, il y a aucune description de narrative, en fait, en dehors de ce qu'ils veulent nous raconter. Ce qu'il faut bien comprendre pour les personnes qui n'ont pas lu le livre, c'est que ce sont des paragraphes qui sont numérotés, pas dans l'ordre des numéros. Donc moi, j'ai d'abord, essayé dans ce sens-là, puis dans un autre. Et puis c'est pas des dialogues, c'est le texte brut, tout se mélange. On est vraiment dans Oui, l'emmêlement de Lanville, hein. Des fois, on pige pas, on peut ne pas piger, qui parle, même s'il y a des indices. Mais voilà, on suit ces 2 personnages qui s'embrouillent, tout au long des étages de Lanville. Ils ont une mission à faire pour le père de Patson qui est de redescendre un mort, des sanctuaires. Ils sont allés shipper le mort dans les sanctuaires virtuels, en fait, et ils doivent le redescendre, planqué dans une clé USB, jusque Balanville. Et donc on les suit dans ces successions d'étages vers le vers le fond. Et donc leur langue, déjà leurs paroles s'en mêlent. Comme je l'ai dit, il y a très peu il y a pas de signalisation de dialogue. Il y en a un qui parle à moitié en espagnol, mais c'est Patson, hein, qui est le fils, d'une cubaine. Et les 2 dissertent, à la fois sur leurs galères et sur leurs aspirations dans la vie et de qu'est-ce qu'ils pourraient devenir, demain. C'est un peu le cœur, ils sont un peu le cœur de Lanville, de ce recueil-là. Voilà, et ils nous emmènent dans cette pulsation de vie, de trucs, tout azimut. On découvre la ville un peu plus avec eux et puis avec les autres personnages qui sont tout autour aussi. Voilà, encore une fois, c'est cette multiplicité de points de vue que je suis allé chercher. c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, alors que c'est vrai qu'on t'en parle beaucoup dans les interviews que tu as pu donner, jusqu'à maintenant. On n'a pas trop parlé de ton rapport à la langue dans tes livres et dans l'envie d'en mêler, aussi. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus? Parce que je sais qu'on t'a beaucoup interrogé là-dessus. Ça va de pair avec cette idée de présenter une littérature qui ne soit pas occidentalo-centrée, ou en tout cas dans la norme. Je vois le mot normalisation là dans le chat, dans la norme de l'académie. Il y a tellement effectivement de cultures présentes, de cultures en présence sur le territoire caribéen, que du coup, les langues aussi peuvent y être représentées. Et de fait, elles sont toutes au même niveau dans la Caraïbe. Il y a eu des tentatives de domination, du français sur les autres, langues, vernaculaires. Mais ça, finalement, c'est pas propre à la Caraïbe, hein, le français depuis que Sûr, bien Richelieu, sûr. monte l'académie, puis Jules Ferry ensuite, et puis cette fameuse histoire des soldats bretons qui ne comprennent pas les ordres donnés en français, durant la guerre et donc du coup qui font n'importe quoi, à la bretonne, quoi. Voilà, il faut mater tout ça, donc on supprime le breton, on supprime, le angevin, le poitou, l'occident non pas l'occident, l'occitan, on supprime les langues d'oïl, les langues d'oc, l'alsacien, tout ce qu'on peut considérer comme patois, comme dialecte, comme, des trucs qui sont pas des langues, quoi. Voilà, c'est, français, 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 français.
Et donc ça arrive ça aussi aux Antilles. Donc il y a cet effet de domination. Il y a les personnes locales qui n'appartiennent pas forcément aux sphères dominantes, qui vont du coup empêcher leurs enfants, les nouvelles générations, de parler français. On ne parle pas créole, on parle français pour justement s'assimiler. Et aujourd'hui, il y a cette envie de tout remettre à zéro, de tout remettre à plat, au même niveau. Donc dans mes bouquins, oui, le français côtoie le créole, qui côtoie l'anglais, qui côtoie l'espagnol, qui côtoie aussi les créoles de base anglaise, et tout ça de manière non traduite. Il n'y a pas de traduction. C'est à qui veut comprendre, à qui veut entendre, à qui veut surfer avec la vibe de ce qu'est la Caraïbe finalement. Puisque moi-même, quand je me balade dans Fort-de-France et que je vois 3 jeunes qui jouent au basket la nuit sur le terrain ou sur le front de mer, je m'approche juste pour voir ce qui se passe, et puis je les entends parler espagnol. Je me dis, ouais, je suis chez moi, quoi. Dans le sens où l'espagnol fait partie de chez moi. Pas dans le sens, ici on parle français, quoi. Bien sûr, bien Voilà, sûr. c'est chez moi, Chez moi. ça Et parle espagnol. Je le comprends pas, mmh mh. mais c'est pas grave finalement. Ça fait partie de cette multiplicité des points de vue, et des expériences de vie de la Caraïbe. Donc je mets ça dans mon texte, et c'est aussi une manière de le faire marronner, voilà, hein, de le faire échapper, aux diktats de la normalisation. Ce qu'il Et faut bien dire aux gens qui ont pas encore lu, tes bouquins, c'est que, dans tes romans, ces autres langues sont pas en italique, il y a pas d'astérisque. ouais, Elles sont exactement écrites de la même façon que le français. Tout se mélange, ça peut être en milieu de phrase, en début de phrase, tout est un peu mélangé, donc ouais, ouais, c'est quelque ouais. chose de très physique, c'est qui prend tout de suite. Mais c'est ça, du coup, l'expérience de la créolisation, c'est vraiment ça. Tout se confronte d'un coup, très rapidement. On ouvre la page et paf, on est dans le truc. Et, et là, à partir de là, c'est chacun pour soi, dans le sens où chacun décide soit de se replier sur soi, soit d'entrer en relation avec des choses qui le dépassent un petit peu, quoi. Une mondialité qui nous dépasse tous et toutes. Est-ce que tu as pas l'impression quand même que la focalisation de tes intervieweurs et tes intervieweuses, mais d'autres personnes aussi sur le créole, avait pu amener et amène peut-être encore à exotiser un peu, ce que tu avais pu faire sur Témaouan par exemple et lui retirer parfois un peu de sa puissance politique en se focalisant sur ça, sur la langue, sur le créole en particulier? Parce qu'il faut aussi dire, hein, dans tes romans, c'est pas seulement, il y a un certain nombre de mots en créole, mais et puis c'est différents créoles qui se mélangent, parfois inventés, mais tu as d'autres langues aussi qui vont se bousculer, mais on va toujours t'interroger sur ce même créole, sur ce même langue, c'est souvent les premières questions. Qu'est-ce que tu en penses de ça aussi? Ouais, c'est la porte d'entrée parce qu'effectivement, ça interpelle. C'est aussi, je pense, histoire d'appuyer que le récit trouve ses origines, sur le territoire caribéen, que certains appelleront créole, mais pas moi, parce que c'est un mauvais usage du terme. Mais à partir de là, en fait, mon job, c'est d'ouvrir ça, d'ouvrir cette, cette focalisation. Et quand tout à l'heure, je disais, par exemple, que cette science-fiction caribéenne se fondait non pas sur l'origine, de manière originaire, en fait, de la Caraïbe, seulement, mais parce qu'on y trouvait du sens pour le monde entier, c'est exactement ça. On parle de plusieurs langues, effectivement, parce que dans notre rapport à la mondialité, on est en présence de toutes les langues du monde. Il y a une super question là dans le chat là. Quelle est la place du féminisme dans la pensée décoloniale et le mouvement afrofuturiste? Cette place, elle est limite centrale. Limite centrale parce que si tu fais une petite recherche sur les personnes qui écrivent de l'afrofuturisme, tu vas majoritairement tomber soit sur des autrices, soit sur des auteurs queer. Le féminisme, en tant que mouvement égalitariste, s'inscrit d'emblée en fait dans cette même idée d'épanouissement à des fins, à des vues égalitaristes. Et dans la pensée décoloniale, c'est pareil. Parce que si on pense la colonisation comme étant l'aboutissement même d'une pensée capitaliste, et que le capitalisme est en réalité la reproduction
économiques, de systèmes de domination qui sont hérités du patriarcat. CQFD, le féminisme, est la pierre angulaire, une des pierres angulaires de la déconstruction du patriarcat et donc du capitalisme et donc de la colonialité. J'ai répondu très vite, mais grosso modo, effectivement, tu peux pas penser un texte afrofuturiste, penser un texte solarpunk sans y mettre de la lutte sociale, de la lutte antisexiste, de la lutte antiraciste, de la lutte pour plus de justice écologique. Toutes ces composantes sont forcément obligatoires là-dedans, Elles basiques. sont obligatoires. Bah, elles sont obligatoires à un niveau conceptuel, mais est-ce qu'elles le sont de fait? Est-ce qu'aujourd'hui, si tu ouvres n'importe quel bouquin de Solarpunk, c'est ce que tu vas retrouver? Est-ce que c'est la majorité de la production? Est-ce que Bah non, c'est noyauté aussi? Donc, bah non. Bah non, parce bah qu'en ouais. fait, on a encore une fois ces dynamiques de domination qui sont en jeu partout. Quand on parle de l'afrofuturisme dans la sphère imaginaire française et que tout d'un coup, Ouz Imaginal, ça devient la thématique en 2022, on a de grands sourires qui s'ouvrent à enfin du renouveau, enfin des nouveaux thèmes qu'on va pouvoir explorer. Et donc, du coup, on se retrouve avec une anthologie qui est à moitié écrite par des auteurs qui sont blancs, qui sont français mais qui du coup, de fait, ne vont pas produire des textes afrofuturistes. Ils vont produire des textes de science-fiction avec des personnages principaux qui sont noirs, mais qu'on ne peut pas appeler afrofuturistes, puisque ce mouvement-là, justement, il est centré, il est auto-centré. Il est centré sur les sociétés afrodescendantes qui se pensent dans le futur. Ça peut pas être autre chose. Et donc, on a eu ce phénomène d'appropriation du mouvement qu'on a tenté de limiter, qui a valu une petite polémique autour du festival. Il y a eu 2 polémiques sur ce festival, la même année. Ok, Ça a été d'accord. ça a été un peu chaud pour lui et c'est ce qui va se passer pour le Solarpunk. Cette année, donc il y a Les Moutons Électriques qui a produit ce recueil-là, sans forcément capter quelle était l'essence du solarpunk. Le solarpunk, c'est une chose qui est pas présente dans la préface là. C'est un mouvement qui est né au Brésil. C'est un mouvement qui va s'opposer un petit peu au cyberpunk parce qu'il va présenter des technologies vertes, des technologies durables, notamment liées à l'énergie solaire, mais pas que. Mais le Brésil, je le rappelle, c'est la terre natale de la décolonialité. Et c'est pas pour rien que les deux mouvements naissent sur ce territoire-là. Le solarpunk, c'est aussi un mouvement qui, du coup, s'est marqué au dos, à la quatrième de couverture de ce recueil-là, qui est français aussi. C'est un mouvement qui reste conscient des problématiques sociales et climatiques. Et donc, si dans un récit solarpunk, vous n'avez pas, à défaut d'une lutte, des thématiques de justice sociale et de justice écologique, vous n'êtes pas dans du solarpunk. Vous êtes dans une espèce de réappropriation esthétique, comme Black Panther l'a été pour l'afrofuturisme. Et c'est un peu ce qui va se passer sur la majorité des nouvelles de ce recueil, malheureusement, qui a pris le pas en fait, d'aller dans du hop punk, c'est-à-dire du récit de littérature cosy, sans grands enjeux, de la littérature qui fait plaisir, qui remonte le moral, qui présente des recettes de cuisine et des tasses de thé, mais qui va perdre de sa substance essentielle au mouvement punk. Alors, on est en opposition, mais quand tout va bien, quand le futur n'est que radieux, on est juste dans l'utopie finalement. Le solarpunk voilà, doit rester quand même dans cette proposition encore une fois, si c'est pas de la lutte, ça sera de la justice. Parce que je suis un petit peu moins magnanime que toi là-dessus, c'est-à-dire que tu dis que ces auteurs-là passent à côté du fond, mais j'y vois surtout des terrains propices à des rapports de force et eux vont tenter de. Évidemment, c'est pas pensé comme ça, c'est pas conscient, c'est pas des lignes directrices, mais ils vont imposer une façon de faire le solarpunk et de penser le solarpunk qui va potentiellement s'imposer, qui s'est peut-être déjà imposé, sur laquelle il va C'est falloir agir, etc., quoi. c'est le risque, effectivement. Effectivement, tu fais bien de le rappeler, c'est pas quelque chose de conscient, ce rapport de domination. Mais cette imposition d'un solarpunk vidé de sa substance est possible parce que ces auteurs-là, ou cette maison d'édition-là, Mouton Électrique, aura plus de diffusion, de visibilité Mhm, mhm, bien Copie sûr. Gauche qui a sorti ce bouquin-là. C'est
le risque, voilà, qu'on a aussi aux Victoires de la musique, avec Orelsan qui gagne le lauréat de la musique urbaine, par exemple, tu vois? C'est ce genre d'effacement, d'invisibilisation de ce qui fait la source du propos. Les gens peuvent ensuite en avoir conscience, effectivement. C'est ce qui s'est passé pour une partie des auteurs et des autrices qui ont participé à l'anthologie Afrofuturisme des Imaginales. Et c'est aussi pour ça qu'on défend les choses bec et ongles et qu'on les répète à chaque fois. C'est pour que ces genres-là puissent encore porter des choses qui fassent vibrer, qui fassent aller de l'avant, et pas que ces genres-là ne s'assiedent pas sur, sur un coussin, finalement. Même si c'est bien de s'asseoir sur un coussin, parfois. C'est bien. Ça fait nous des êtres non fascistes. Qui est un sujet que tu traites aussi maintenant enfin pas maintenant, mais que tu traites aussi dans tes livres, Ouais, le, le noyautage fasciste, ouais. ouais. Donc ça, c'était dans Les choses immobiles, donc qui est Ouais, une ouais, récit ouais, ouais. d'anticipation qui se passe en Martinique sur la montée du fascisme dans les mouvements indépendantistes martiniquais. Est-ce qu'on peut recommander un livre pour découvrir ce qu'est le solarpunk? C'était une reco. Bah ouais, go for it, hein. Solarpunk, dans la collection C'était mieux demain, chez Copie Gauche. C'est une maison qui est assez engagée, hein, je vois là même économiquement, ils reversent 25% du prix du bouquin aux 1, 2, 3, 4, 5, 5 auteurs et autrices de ce petit fascicule. C'est tout petit, hein, 115 pages. Et, euh, et donc, du coup, voilà, ils font les choses bien. Ça fait 5% par personne qui écrit. Donc, c'est correct. C'est correct. Pour une nouvelle, c'est correct. Non, Solarpunk, le genre est encore tout petit. Donc, c'est vraiment pour le moment plutôt des, plutôt des nouvelles des recueils de nouvelles qui sont parus. Mais voilà, ça fait partie de ce qui émerge là en ce moment. Au-delà de l'afrofuturisme, que j'essaye d'ouvrir avec plusieurs camarades à partir de la pensée caribéenne. Au-delà de cette science-fiction occidentale qui essaye de se renouveler pour proposer et nourrir des imaginaires radieux, comme nous disent les moutons électriques, des futurs désirables, comme nous l'a souvent répété Alain Damasio. Ignacio. Voilà, toutes ces ouvertures-là, elles vont mener vers des productions de textes qui vont être intéressantes pour notre futur et qui vont l'éclairer, qui vont diffuser, qui vont se diffuser dans nos imaginaires et faciliter, ben, derrière des projets politiques, des projets économiques, des projets de transport et cetera, nouveaux, qui soient pas centrés sur, heu un processus mortifère, extractiviste, prédateur, et cetera. Et donc forcément, l'afrofuturisme va se connecter à d'autres pratiques. Là, dans l'Envie emmêlée, j'ai des passages qui sont clairement solarpunk, par exemple. Cette nouvelle avec Jeff, justement, Comme Octavia Butler, comme Toni Morrison, qui avait pu lancer des nouvelles générations à explorer les mouvements afrofuturistes. Est-ce que toi, tu te vois aussi? Est-ce que tu es de fait, à ton tour, un passeur vers des nouvelles vocations? Est-ce que tu te vois comme ça? Est-ce que tu le travailles comme ça aussi? ouais, je travaille comme ça effectivement avec, de nouvelles plumes qui émergent ou qui essayent d'émerger. On fonde aussi des projets communs pour avancer vers la création de ces nouveaux imaginaires, quoi. C'est quoi la suite de l'envie l'emmêlée? Qu'est-ce que, pas forcément précisément sur quelle histoire tu vas travailler, mais dans quelle direction tu comptes aller pour tes prochains livres et pas seulement le prochain? Mais L'Anvil, en fait, est devenu une espèce de théâtre, dans lequel je peux complètement m'amuser pour créer tous les personnages que je veux, aborder toutes les temporalités que je veux aussi. Donc ça va continuer autour de tout ça, de cette Caraïbe, et de cette mégalopole qui se dilue, qui se renouvelle, qui marronne, en elle-même. Voilà, juste pour proposer,
pour concrétiser des visions philosophiques, politiques, etc., etc. Donc ça va continuer là-dedans. Où est-ce qu'on peut te retrouver dans les prochains jours en France? Est-ce qu'on peut te croiser aux Utopiales, évidemment, mais est-ce qu'il y a d'autres endroits où on va pouvoir te croiser? Ouais, bah là ce soir, je suis à la BNF à 19h30, je crois, pour une petite table ronde sur les luttes écologiques et présenter l'Envie en mêlée aussi. Et puis ensuite, on se voit aux Utopiales à la fin du mois. Dans tous les cas, je vais communiquer sur mon Instagram, là où je serai, les dates où je ferai des petites dédicaces, des petites rencontres. J'ai un petit passage à Lyon, comme je le disais en début de stream, qui va se faire là, au début du mois de novembre, première semaine de novembre. Et puis au mois de décembre, on me retrouvera en Guadeloupe. Je serai au Salon du Livre de Montréal aussi, tout fin novembre, tout début décembre, en Guadeloupe. Et puis je terminerai par la Martinique. Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être dont tu voudrais parler, quelque chose que tu voudrais ajouter? Je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, voilà, ce qui peut-être réinsister sur le fait qu'effectivement, même si on a parlé d'afrofuturisme en premier lieu, là, la course du monde, la course de notre mondialité fait que on entre dans ces accros, ces connexions, ces rencontres, ces chocs, ces entrechocs qui se font tout azimut. Et, et donc, si dans le chat, par exemple, il y en a qui écrivent, n'hésitez pas à aller connecter au maximum quelque part, votre propre politique, ceux qui fondent votre propre politique. Connecter les genres, voilà, mêlez du solarpunk, mettez-y de l'horreur, mettez-y de la romance, mettez-y du cosy. Faites vibrer le rhizome. Je pense que c'est vraiment là où on va pouvoir enfin renouveler tous ces imaginaires et axer nos sociétés vers de vrais futurs radieux, voilà, de manière pragmatique, hein. Voilà, infuser l'imaginaire et puis acquérir de nouveaux modèles, des chemins pour y aller, en tout cas, c'est ça. L'objectif, c'est les chemins ou c'est le futur désirable ou c'est la lutte désirable? La lutte, c'est un des moyens, la lutte n'étant pas la fin. La lutte n'est jamais une fin. C'est un des moyens pour se rendre vers plus de justice, d'équité et de diversalité, clairement. Après, quand je dis que c'est un des moyens, ça veut dire qu'il y en a d'autres, il y a d'autres personnes qui sont, pas du tout d'accord avec moi. Heu, mais du coup, voilà, quand on parle de chant du rhizome, c'est exactement ça. On connecte les différents points de vue et ça va toujours dans le bon sens. Quand on est dans un repli sur soi, fascisant, on est dans une autodestruction. On finit toujours par être, par, les mouvements fascistes sont des mouvements, suicidaires par essence. Donc voilà. Vous faites pas trop de bile, hein, pour votre gouvernement actuel, ça va passer. Ça va faire mal, mais ça va passer. Ça peut faire mal, mais ça va passer. Bah, écoute, je te remercie. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Je suis content qu'on ait pu te parler de pas mal de choses en détail. Ça fait un moment que moi je suis ton travail et la sortie de l'Envie d'en mêler, c'était une bonne occasion, de parler d'un petit peu tout ça, de parler, de futurisme caribéen, donc je te remercie doublement, d'avoir accepté C'est un plaisir. l'invitation et puis, bah, écoute, tu reviendras discuter de l'adaptation, filmique de Témaon, hein, écoute. Ah! Ah ah! Ah ah! Ouais, il faudrait déjà trouver le réalisateur ou la réalisatrice, hein, je sais pas, dans le chat, vous avez peut-être une idée de qui pourrait, quelle est quelle est, quelle est le la personne, française évidemment, faut qu'elle lise le livre en français, qui pourrait adapter ça? Je ne sais pas. On a qui? C'est un On a jeu qui? vidéo à la place. Là, il y a déjà des gens qui sont beaucoup plus disponibles dans le chat, ouais. Ah ouais, ouais. Ouais, je vais essayer de brancher Ubisoft. C'est bon pour moi. Écoute, merci beaucoup. Je Yes, te merci à remercie, je vais toi faire alors un et merci le chat, ouais, merci le chat pour vos questions, votre écoute. C'était très riche. ciao, merci Ciao tout le monde. et puis à la prochaine. Allez.
c'est la fin de ce 5e numéro de Soft Power Rencontre. Si vous êtes arrivé en cours et que vous souhaitez rattraper le début de la discussion, vous pouvez retrouver l'émission d'aujourd'hui en format podcast un peu partout sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, mais aussi en VOD sur YouTube, sur la chaîne Lex Tutor, et ce dès la semaine prochaine. Comptez une petite semaine pour que tout se passe bien. Tous les liens des réseaux de Michael Rock, son Instagram, son Twitter, son Facebook, son ICQ, son IM, tout ça évidemment en description des VOD et des podcasts, bien sûr. Si ce format vous a plu, vous connaissez la ligne. Je vous invite d'abord, avant tout, à vous plonger dans le travail de Michael Rock. J'espère à minima avoir fait passer l'idée aujourd'hui que ça valait largement le coup d'œil et la lecture. Et 2, s'il vous reste un petit peu de monnaie sonnante et trébuchante, je vous invite d'abord à acheter des bouquins de Michael Rock et à soutenir ensuite l'émission en faisant un don sur ma page Patreon, dont le lien est également en description, ou en vous abonnant à la chaîne Twitch, n'oubliez pas. Vous pouvez bien sûr follow la chaîne, venir en live le vendredi 10h midi pour la matinale pop culture et politique, mettre des pouces bleus, des évaluations positives, tout ce qui aide à faire découvrir l'émission. Vous connaissez le processus. Moi, je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle matinale qui sera suivie, si tout se passe bien, d'une nouvelle discussion. Et en attendant, prenez soin de vous, regroupez-vous, et puis ciao.